Excellences, Mesdames et Messieurs, à un moment où le Royaume du Maroc est en train d'investir dans le développement de ses provinces du Sud, un développement sans cesse depuis 1975, depuis la date de la glorieuse Marche verte, un développement justement qui a connu une accélération des plus importantes depuis un certain 7 novembre 2015, date historique, celle du lancement par notre cher souverain, Sa Majesté le roi Mohamed VI, d'un nouveau programme de développement pour les provinces du Sud, un programme justement où l'investissement prévu et qui est réalisé aujourd'hui sur le terrain est de 8 milliards de dollars, 77 milliards de dirhams pour garantir le développement humain, pour garantir le développement social, économique dans nos chères provinces du Sud. Ce modèle justement de développement qui comprend un ensemble d'axes, des axes locomotives, créateurs d'emplois, créateurs de richesses, permettant la transformation de denrées essentielles telles que les phosphates en engrais dans nos provinces du Sud, en employant nos chers frères marocains du Sud, de transformer les richesses maritimes telles que celles de la pêche dans nos provinces du Sud, permettant automatiquement également des opportunités d'investissement, mais aussi de création d'emplois et de valeur dans nos provinces du Sud, permettant l'agriculture et même l'export agricole. Qui est-ce qui aurait pu y penser, il y a de cela seulement quelques années, qu'une région désertique, aride, si généreuse en valeur, si généreuse de par en fait justement sa culture, si généreuse de par le rôle qu'elle a toujours joué sous la souveraineté marocaine, de pont justement de commerce, de pont de culture, de pont humain, c'est si généreuse, mais en même temps si pauvre en ressources d'eau et en ressources hydriques, se transforme en un point d'export justement d'agriculture. Si on a réussi cela, c'est aussi grâce à ces pôles supports qui font partie de cet important programme de développement, nouveau modèle de développement lancé par Sa Majesté le roi Mohamed VI, qui comprend une quarantaine de zones de dessalement d'eau, une première dans le monde, pas uniquement dans l'Afrique, ni même dans la région, qui comprend des centrales électriques qui en plus sont vertes, respectant l'environnement, des centrales justement de éoliennes, des centrales justement qui bénéficient de ce beau soleil qui rayonne à l'image du rayonnement de notre cher pays à l'international. Et ce n'est pas tout. Parce que notre cher pays, justement, sous les hautes instructions de Sa Majesté le roi Mohamed VI, a investi également dans l'éducation de nos populations du Sud avec des universités au benchmark mondial, a investi également dans des centres hospitaliers universitaires, et donc automatiquement dans l'investissement dans la santé. Notre citoyen, qu'il soit du nord ou du sud du pays, est le centre justement de notre développement et il est également le principal bénéficiaire et le principal moteur. Une reconnaissance internationale de cet investissement fait par notre pays, une reconnaissance sans cesse, ce qu'on peut trouver dans le rapport de M. Guterres, secrétaire général de l'ONU, qui a souligné cet investissement et qui a même donné un totem, celui du port de Dakhla, un port international, et qui dit port dit un havre de paix, dit une ouverture vers le monde, dit un pont de développement de notre territoire, mais également un lien entre le Nord et le Sud dont le monde a si besoin aujourd'hui. Qui dit également reconnaissance, il suffit de voir le nombre de consulats qui ont ouvert dans nos provinces du Sud, une réussite de la politique royale, de la politique de Sa Majesté le roi Mohamed VI en Afrique, une reconnaissance aussi de la justesse et du rôle fondamental du Maroc, non seulement en tant que puissance régionale, mais en tant que pilier de la paix dans la région et en tant que locomotive du développement de notre cher continent, l'Afrique, devant autant de reconnaissance mondiale, devant un développement reconnu à l'échelle nationale. Et il suffit de visiter nos provinces du Sud pour s'en rendre compte. Et c'est ce qui arrive par rapport à toutes les délégations étrangères qui le font et ce qui nous arrive à nous aussi, Marocains, quand on... J'allais dire en arabe, quand on rend visite à nos chères familles dans le sud justement de notre pays, on le voit dans leurs yeux. Et les yeux, mesdames et messieurs, ne mentent jamais. On le voit dans ce bonheur, dans cette fierté d'être marocain et de bénéficier justement du développement sous la souveraineté nationale et sous un grand roi qui est Sa Majesté le roi Mohamed VI. Mesdames et messieurs, cette reconnaissance internationale sans cesse, qu'a-t-elle en face d'elle? Rien. Un Polisario, justement, sans légitimité, un Polisario sans aucune reconnaissance internationale, un Polisario sans plus aucune identité même nationale, qui vacille de manière, j'oserais le terme, hélas, rocambolesque. Et pourtant, je suis toujours diplomate et je choisis mes mots avec beaucoup de justesse. Un Polisario qui, tantôt, ne reconnaît même plus l'ONU et nous rappelle, justement, Simanar le dira peut-être tout à l'heure, un certain dirigeant libyen qui, à un certain jour, rejetait l'ONU et ce qui a précipité, justement, son départ. Un certain dirigeant qui était d'ailleurs parmi les principaux financiers et fondateurs de ce Polisario fantoche. Mesdames et messieurs, un Polisario qui, quelques jours après avoir rejeté l'ONU, la légitimité internationale, les grandes valeurs humaines qui nous unissent, écrit de nouveau au secrétaire général de l'ONU demandant son intervention.
pouvons-nous compter sur un pareil organisme? Mesdames et messieurs, un Polisario qui change, même de temps. Et il suffit de lire les interventions, les déclarations officielles, tantôt avec un jargon d'extrême gauche, issu des anciens papiers de la guerre froide, et tantôt avec un jargon d'extrême droite, et qui, hélas, nous rappelle dangereusement le rapprochement entre le Polisario et les groupes terroristes et les groupes extrémistes dans la région. C'est de cette situation qu'on est en train de vous parler, d'un pays qui se développe, qui investit dans sa population, qui investit dans ces 12 régions, qui est reconnu mondialement, qui joue un rôle fondamental de première heure pour le développement du continent, pour le développement dans la région, de pont entre le nord et le sud, d'ouverture vers le monde dans le cadre du multilatéralisme et d'un groupuscule et d'autres partis qui sont derrière. C'est cette situation qu'on est en train de traiter aujourd'hui et qui a donné lieu à une obstruction qui a duré 24 jours et à laquelle nos glorieuses forces armées royales, sur haute instruction royale, ont mis fin dans la paix. Et pour traiter de ce sujet, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés aujourd'hui une belle pléiade de nos grands experts nationaux, mais aussi internationaux, dans le cadre d'une session qui prendra 1 heure, 30 minutes en arabe, notre langue constitutionnelle, et en même temps 30 minutes aussi en français, dans le cadre d'une ouverture à l'international. Pour ceux qui nous suivent sur Zoom, il y a une traduction en anglais qui vous est aussi disponible. À présent, et sans plus tarder, vous pouvez le voir, j'ai 2 acolytes, 2 amis, 2 frères aussi sur le plateau. وابدا مع السيد منار سليمي، وانتم استاذ العلاقات السياسيه والدوليه والخبير كذلك المعترف به دوليا. هلا قربتمونا السيد سليمي من اخر مستجدات الوضع في معبر القرقرات جنوب المغرب الان، وقد عاد هذا الشريان الاستراتيجي الى الحياه من جديد. سي سليمي. شكرا سي ابراهيم على الدعوه. دعني انطلق من اخر فكره اللي قلتي وهي متعلقه بالبوليزاريو. السلوك الذي يقوم به البوليزاريو نتذكر جميعا في لحظة من اللحظات داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة أحد المؤسسين ديال البوليزاريو اللي هو القذافي لما مزق ميثاق الأمم المتحدة. في الغد خرجت كل التقارير وكل الصحف العالمية تقول هذه بداية نهايته، بل هناك من قال بأنه انتهى. هذا ما يقع اليوم للبوليزاريو، لأن من الصعب جدا أن يأتي كيان في شكل عصابة الآن يقوم بعملية هذا النوع من العربدة على المنتظم الدولي وعلى مجلس الأمن. هذه أول فكرة. دعني أولا لكي نناقش ما يقع هنا غناخذ 3 ديال العناصر كبرى. نحاول أن نفهم أولا السياق، ثم ماذا جرى، ثم النتائج الموجودة أمامنا اليوم. أولا السياق هو يأتي بعد تراكم ل17 قرار منذ سنة 2007، القرار 1754 إلى القرار 2548. تغيرت لغة مجلس الأمن، ولما أقول لغة مجلس الأمن، مجلس الأمن هو يتحدث بلغة أو صياغة القرارات تكون بلغة مديلة بالصيغة التنفيذية. هذه ما يسمى في القواعد في القانون الدولي بالقواعد الآمرة. تغيرت، ثم أكثر من ذلك أنه باتت المدة الزمنية محصورة ما بين 2007 وإلى حدود اليوم. معنى هذا نقرأها في ديباجة كل القرارات، معنى هذا ما قبل 2007 لم يعد يعتد به. هذه ملاحظة. داخل هذه القرارات وقعت تحولات كبيرة. انتهت أسطورة الاستفتاء، لم يعد موجود. مسألة تقرير المصير باتت ترتبط بالحكم الذاتي، لأن مقترح الحكم الذاتي يعود منذ سنة 2007 باستمرار. مسألة أخرى الإشارة إلى الواقعية، بمعنى أن مجلس الأمن عاد في مرحلة معينة إلى مستنتجات فالسوم الهولندي فالسوم، والواقعية معناها فالسوم أنذاك كان قد قال بأن كل ما يطالب به البوليزاريو والجزائر هو مستحيل لما انتهت مدته. معنى هذا الواقعية ما هو موجود اليوم، والتفكير داخله في مقترح وحيد وهو تطبيق مقترح الحكم الذاتي. أيضا التغير الذي حدث وهو الإشارة إلى الجزائر باستمرار، بمعنى أنه كانت إشارة في آخر قرار 5 مرات. معنى هذا
ان المجتمع الدولي هو يتوجه بالخطاب الى الجزائر. اكثر من ذلك اشاره الى الوضع الاقليمي بانه هش، وهذه الكلمه الاخيره اللي جات بالخصوص الساحل، بمعنى هناك مشاكل كبيره امنيه، والنزاع هو نزاع اقليمي. هذه كلها عناصر هي حاضره نفهموا من وسطها ماذا وقع. المساله الثانيه انه كاين تحول اخر يجري في الجانب الاخر، وهو مجموعه من الاوهام التي باتت تشتغل عليها الجزائر والبوليزاريو. هذا الوهم ديال الاراضي المحرره، هذه الاسطوره ديال الاراضي المحرره كتعطينا فكره ان الجزائر باتت تفكر في البوليزاريو ككيان انتقالي. وهنا لن اتحدث كثيرا لانه كانت خطوره ولا زالت موجوده مرتبطه بشمال موريتانيا، كيان انتقالي بمعنى ان يخرج من الاراضي الجزائريه وينتشر في المنطقه العازله ويشكل خطر. هناك بعض المعلومات يمكن ان نعود اليها في النقاش. ماذا يجري في شمال موريتانيا التي تهمنا اولا بحكم علاقه ادو اشقاء، وجزء من الامن القومي المغربي، وعمق استراتيجي وتاريخ لا يمكن ان يتم تغييره. كاينه نقطه اخرى مرتبطه بالسياق، ما يجري داخل الجزائر. الجزائر كل التقارير تقول بأنها في وضعية صعبة، وسأتحدث هنا بلغة علم السياسة. صراع بين الدولة العسكرية التي لا تريد أن تموت والدولة المدنية التي لديها صعوبة في الولادة. ومعروف في دراسة الانتقالات تكون صعبة داخل الأنظمة العسكرية وتخلق مشاكل في محيطها، نزاعات. أيضا صعوبات داخل البوليزاريو نفسه. البوليزاريو الكيان يتغير. آخر الشهادات التي أشير إليها قبل موت خداد كانت هناك خطاب قوي بأن البوليزاريو انتهى، ويقول بأن البوليزاريو مقبل على وضعية مأساوية وأنه محتجز داخل الأراضي الجزائرية. كان هذا خطاب قوي، وأعتقد بأن الخطاب لم ينتبه إليه الكثير، ولكن قد يكون سببا في وفاته غير ما هو معلن. هذا السياق الذي جرى فيه. ثم كاين سياق آخر الذي هو إيجابي، التراكم الذي حدث، التراكم القانوني لدينا. ستلاحظون بأن هناك تراكم قانوني منذ سنوات، آخرها فتح القنصليات. هذا يندرج ضمن اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية. هذا نوع من التراكم القانوني الذي أربك الأطراف الأخرى. هذا كله سياق. نجي الآن لنقطة القرقارات، وهنا نوضح. القرقارات اولا كنهضر على المنطقه العازله ثم المعبر. لا يوجد داخل بمعنى لا يوجد داخل الاتفاقيه العسكريه، انا كنجاوب الان الاطراف الاخرى، ما يشير بان هذا المعبر بانه فيه اشكال. هذا معبر قانوني. الاتفاقيه هي تتحدث عن ماذا؟ من يقرا الاتفاقيه جيدا ديال 91 تتحدث عن تقييدات عسكريه، وهي الخروقات اللي قام بها البوليزاريو. اما الممرات التجاريه والاقتصاديه والانسانيه مفتوحه. انا كنتحدث باللغه ديال القانون، والدليل على ذلك ان الجاره، مثال فقط، الجاره موريتانيا في مقرراتها الوزاريه، مقررات الوزاريه كتتحدث على معبر القرقارات. اذا انا ما يقوله البوليزاريو هو ليس صحيح ولا يستند الى اي اساس، ما كيستندش الاساس القانوني. اتفاقيه واضحه. هنا ماذا وقع؟ اولا لاحظنا هذا النوع من السلوكات اللي قام بها البوليزاريو، وهي هي كنصنفوها ضمن اعمال العدوان. لماذا؟ لان البوليزاريو لا يوجد فيه، كاين النساء والاطفال مدنيين والباقي ميليشيات. الدليل ان الذين كانوا موجودين في المعبر كان مثلا قائد المنطقه العسكريه الثالثه المسمات عنهم، هذه بالصور مرصوده، بمعنى كاين ميليشيات وكاين اسلحه. اذا هذا خرق لوقف اتفاق اطلاق النار. هذه اول مساله. لاحظنا بانه بالنسبه للمغرب كان الكثير من الحكمه ومن الاتزان، رغم ان لدينا ماده في ميثاق الامم المتحده وهي الماده 51 حق الدفاع الشرعي عن النفس، وجاءت في البيان بلاغ ديال القوات المسلحه الملكيه. الماده 51 كتعطيك فيها ثلاثه ديال الشروط كلهم كانوا كاينين. اولا ان يكون الخطر حال، اما على شكل وقوع او وقع، ودخول البوليزاريو للمنطقه هذا خطر. المساله الثانيه ان من حق الدول
اما دوله او مجموعه دول. المغرب عنده الحق ان يرد الخطر من فوق ترابه، وهنا المنطقه العزيزه لا ننسى بانها تراب المغرب سلمها الامم المتحده، اذا كان عنده الحق. ثم ان تكون تدابير الرد تكون مؤقته في انتظار تدخل مجلس الامن. اذا الشروط كلها كانت، ولكن المغرب قام بعمليه مضبوطه. هذه العمليه اللي كانت ديال التحرك الميداني كان مضبوط. لاحظنا اللغه ليست عمليه قتاليه، ليست عمليه هجوميه، هي داخل قواعد القانون الدولي. هناك معبر له الاساس القانوني يجب ان يفتح بعد هذه المده، لانه اصبحت هناك الكثير من الاضرار الاقتصاديه والاجتماعيه والانسانيه والى غير ذلك. كل هذه الامور هذه اكثر من ذلك انه اصبح المعبر هنا تبين بان هناك مخطط اللي هو تغيير المنطقه. وهنا كنتحدث على تغييرات جيو استراتيجيه، وغنرجع لواحد الوثيقه ربما في النقاش، وهي وثيقه التي كانت طرحت في مؤتمر ميونخ، خطيره جدا، تتعلق يجب ان نعرفها ماذا كان، بمعنى ماذا كان يرتب خاصه في الشمال الموريتاني. النتائج اليوم، اول حاجه الجزائر فوجئت. إلا قريت بيان وزارة الخارجية الجزائرية اللي تأخر، فوجئت بماذا؟ أولا فوجئت، لم تكن تتوقع أن يكون التحرك الميداني بهذه الطريقة. كاين مفاجأة، الجزائر لحد الآن تحت وقع المفاجأة. لم تكن تتوقع بأن نقولوا أن القوات المسلحة الملكية بهذه القوة. توقعتش، ما كانتش كتوقع بأن المغرب له هذه الاستراتيجية بهذه الطريقة. لاحظنا البارح مثلا في خطاب الجنرال شنقريحه كاين بمعنى انه وقع، بمعنى انهم فقدوا المجموعه ديال النظره التي كانت تبين بان المعلومات خاطئه عندهم. البوليزاريو ايضا هذا السلوك يتبين بانه فوجئ. لهذا هذا النوع من العربده هو العوده الى ديال العصابات، وهذا هو الطريقه بان تهاجم. ولاحظنا بانه هو اعلن القرار ديال الحرب هذا لانه يروج المسائل الخاطئه. الاتفاقيه كانت بين المغرب والامم المتحده، والبوليزاريو اتفاقيه مع من؟ مع الامم المتحده. اذا هو الان في عمليه عدوان على الامم المتحده، وهو يعربد على الامم المتحده، وهذه هي التي يجب ان نفكر فيها في هذا التطوير هذا. ولكن نتائج المجتمع الدولي معنا وتبين باش نقولها دائما اننا دوله امه نعرف، لانه محاطين بعصابات، نكونوا واضحين، نحارب عصابات الان. دوله امه، قوه اقليميه، متشبثين بالشرعيه الدوليه، ولم يعد هناك مثل البوليزاريو طيله سنوات. انا كان عندي حوارات كثيره معهم، دائما يتحدثون عن الامم المتحده وغيرها. كيف يمكن ان تتحدث عن الامم المتحده وانت تهاجم الامم المتحده وتطعن في مصداقيه الامم المتحده، واصبحت خارج قواعد النظام الدولي كلها، خارج هذه المساله. ولكن هنا فكره اخيره، ان اي سلوك يصدر يجب ان نغير الخطاب. البوليزاريو ينطلق من فوق الاراضي الجزائريه، وكاين الماده 2 فقره 4 التي هي في ميثاق الامم المتحده انه هنا عدوان ينطلق من فوق الاراضي الجزائريه. يجب ان يوجه الخطاب الى الجزائر، الى الامم المتحده، لاشهاد الامم المتحده على الجزائر. ندوزوا لهذه المرحله الاخرى، لان اي سلوك هنا تخرج من الاراضي الجزائريه هي تمول، هي تحرض، وهي تسلح ويهاجم الجدار الامني المغربي. اذا الجزائر تتحمل المسؤوليه الكامله. يمكن نعود الى امور اخرى في النقاش. شكرا. شكرا سي منار، شكرا على هذا الشرح الواضح الذي يدخل وينسف اطروحه الاطراف المعاديه للوحده الترابيه، والذي يعطي الشرعيه القانونيه والمشروعيه كذلك السياديه للقوات المسلحه الملكيه، التدخل ديالها اللي كنحيوها بكافه العناصر ديالها. وكنحيو كذلك المهندسين والهندسه العسكريه المغربيه. شخصيا اشتغلت في المجال ديال الانفراستركتور في واحد الوقت، وكنعرف الصعوبه ديال اننا نديروا طرقات، كنعرف الصعوبه ديال اننا نبنيو جدار، خصوصا في ذاك الظروف، لان كنتكلموا على رمال القوات المسلحه الملكيه في ساعات قليله حققت الانجاز وهذه المعجزه، وضمنات في اطار السلمي الرجوع ديال الحياه لهذا الشريان الاساسي. دونك تحيه للقوات المسلحه الملكيه التي اشتغلت تحت اوامر ساميه ديال القائد الاعلى صاحب جلاله الملك محمد السادس نصره الله. وتكلمكم عن الشرعيه الدوليه وعن كذلك المساندات الدوليه تحيلني الى صديق العزيز سي بلعمشي.
سي بلامشي، وانتم رئيس المركز المغربي للدبلوماسيه الموازيه والحوار الحضارات، وهنا كنتكلموا على الدور المغربي كذلك في التنميه البشريه وفي التنميه الافريقيه. المغرب توصل بدعم دولي عربي افريقي منقطع النظير سواء قبل او بعد تنظيف معبر القرقارات وعوده الحريه التنقل فيه. ما الذي يفسر هذا الزخم وهذه المساندات الدوليه القويه للمملكه المغربيه؟ شكرا سي لاغيدي على هذا التقديم اولا، وشكرا للمعهد اماديوس على تنظيم هذه الندوه الدوليه في قضيه اعتبرها قضيه وطنيه لكل المغاربه. اليوم نحن امام مرحله جديده فيما يتعلق بنزاع الصحراء. هناك تحول، واركز كثيرا على سنه 2016 بحيث اذا رجعنا الى هذا النزاع المفتعل منذ بدايته وانطلاق شرارته نتحدث عن 4 مراحل. المرحله الاولى هي نشوء هذا الكيان الانفصالي ومحاوله خلق نوع من الاعتراف في اوساط معينه بالخصوص داخل الفضاء الافريقي. من بعد المرحله الثانيه يمكن نقولوا هي المرحله التي كانت فيها مواجهات عسكريه وسقط فيها شهداء الوطن في هذه المعركه وفي هذه القضيه المفتعله. المرحله الثالثه وهي التي اشار لها الاستاذ هي سنه 2007 لما انتقل المغرب بالخصوص من بعد وقف اطلاق النار في 91 الى اقتراح عملي واقعي ذو مصداقيه له مرجعيه قانونيه في القانون الدولي، وهو مقترح الحكم الذاتي. وقال صاحب الجلاله في احد خطبه بانه اساس للمفاوضات واساس لحل ينطلق من نظره سلميه تتحدث عن لا غالب ولا مغلوب في هذه المعركه او في هذه القضيه وفي هذا النزاع. المرحله الرابعه واركز على سنه 2016 حينما كان جلاله الملك في القمه المغربيه الخليجيه وكان خطابه واضحا في ان هناك تحول في السياسه الخارجيه المغربيه. هذا التحول سبقته القرار الوطني في خلق نموذج تنموي بأرضية أشار لها السي أمين، بأرضية تزاوج بين البعد الاقتصادي لمنطقة الصحراء وبين البعد الاجتماعي وتصحيح مجموعة من الأخطاء التي وردت في تقارير رسمية. وأذكر تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. هذه المرحلة أعطتنا من بعد مباشرة في سنة 2017 انضمام المغرب للاتحاد الإفريقي. ويمكن أن نؤكد بأن الحلبة الأساسية للصراع مع خصوم الوحدة الترابية من الناحية الدبلوماسية كان هو فضاء الاتحاد الإفريقي كجهاز وكمؤسسة وكمنظمة دولية حكومية قارية. أما في العلاقات الثنائية فكان هناك العديد من العلاقات الطيبة والجيدة مع الأصدقاء والأشقاء في القارة الإفريقية. ونستطيع أن نؤكد كذلك كما أشار له جلالة الملك في خطابه بمناسبة الذكرى 45 للمسيرة الخضراء أن الاتحاد الإفريقي منذ انضمام المغرب لم يعد هناك أي كولسة داخل الأجهزة كما كان يتم في السابق، ولم يكن هناك أي توصية أو قرار يعاكس طرحنا الوطني في حل هذا النزاع. بل أكثر من ذلك، المغرب في دبلوماسية ناجحة، في دبلوماسية هادئة، في دبلوماسية هجومية، في دبلوماسية سلمية. هناك افتتاح 15 قنصلية من الدول الإفريقية، قنصليات عامة داخل مدينتي العيون الداخلة، زائد قنصلية شرفية أو فخرية للكوت ديفوار، بالإضافة إلى افتتاح قنصلية دولة الإمارات العربية المتحدة. وبالتالي فلم نعد، لا مجال اليوم
أن نقارن بين مرحلة ما بعد 2016 ومراحل ما قبل هذا التاريخ. كذلك أؤكد على أن هذا المعطى هو يضيق على خصوم الوحدة الترابية في الحلبة الأساسية للصراع، وبالتالي فالمغرب اليوم حينما يمارس سيادته وفي النزاعات الدولية كلها 90% إن لم نقل أكثر هو لمن يمتلك السلطة على الأرض ولمن يمتلك الإدارة. المغرب أكثر من هذا، هناك شرعية ومشروعية تاريخية وسياسية ندعمها اليوم فقط بمجال قانوني، بمعنى أصبحنا نترافع في إطار القانون الدولي بمستويات أعتقد تسير بشكل متوالي في انتصارات ومكاسب، وتسير كذلك بشكل يعطي مصداقية أكثر لطرحنا الوطني، وفي فهم متجدد كذلك للمنتظم الدولي وبالخصوص مجلس الأمن الذي أصبح في خطابه وفي لغة قراراته من بعد 2017 ليس كقبلها. طيب سيد بالعمشي، تكلمتم عن المساندة القوية للمبادرة المغربية والاستثمارات المغربية والمشروعية المغربية، ماذا عن كذلك المساندة القوية والمهمة جدا للعملية التي قامت بها القوات المسلحة الملكية، العملية السلمية والناجحة؟ تعرضت منطقة القرقارات لمجموعة، وهذا ليس جديد في الحقيقة. المغرب حينما نتحدث عن أن المغرب يعني تميز بضبط النفس فيما يتعلق بالاستفزازات المتكررة، فنحن نعود إلى 3 سنوات حينما كانت هناك محاولات لتغيير الوضع القائم شرق الجدار، حينما كانت هناك بعض البلابل مستمرة في منطقة القرقارات وفي منطقة بير الحلو إلى آخره. هذه المرة المغرب كذلك وصلنا لأن هذا التحرك ديال هذه المجموعة ديال الناس داخل المنطقة العازلة، واللي كما أشار الأستاذ هي منطقة عازلة، هي منطقة مغربية أعتبرها وديعة حسب اتفاق وقف إطلاق النار لسنة 1991 لدى الأمم المتحدة لمنع الاحتكاك، لا أقل ولا أكثر. بمعنى أن المغرب حينما ضبط النفس لمدة أكثر من 3 سنوات وأصبح الأهداف التي حاولت هذه المجموعة أن تحققها لم تحقق، بحيث كان الهدف الأساسي في البداية هو التأثير على قرار مجلس الأمن كما يفعلون دائما، ولكن لما لم يتحقق الهدف حاولوا أن يطوروا هدفا جديدا، وهو هدف يمنع المرور للآمنين وللمدنيين في اتجاه ومن وبين المغرب وموريتانيا. وبالتالي فهذا معبر دولي، جميع القوانين، جميع الأعراف الدولية، جميع التشريعات لا يمكن، ولاحظنا هذا في المواقف كذلك للدول التي باركت هذه الخطوة، واعتبروا كذلك هذا انتقال جديد فيما يتعلق بقضيتنا الوطنية. المغرب حينما قام بهذه العملية هو أعطى مهلة للأمم المتحدة، لأن هذا الاستفزاز هو استفزاز للأمم المتحدة ولبعثة المنورسو بداية ونهاية. بالنسبة للمغرب كان لابد أن تعود الأمور إلى نصابها، وكان لابد أن يقوم بتدخل في غياب تدخل المنورسو بشكل مباشر والقيام بهذه المهمة. يمكن أن نلتمس عذرا لهذه المسألة على اعتبار الوضعية التي يشتغل فيها المنورسو الآن، على اعتبار الإمكانيات، على اعتبار جائحة كورونا، وهناك عدد من الأشخاص يشتغلون عن بعد إلى آخره، وبالتالي لم يكن هناك الوقت الكافي للقيام بشيء. المغرب لابد أن يقوم بممارسة سيادته بمنطق غير هجومي، بمنطق يمارس فيه سيادته الكاملة على أرضه، وبمنطق بناء يعيد للتجارة والانتقال للأشخاص والبضائع، ليس فقط لمصلحة وطنية اقتصادية صرفة، ولكن كذلك لمصلحة الجار الموريتاني ولمصلحة دول غرب إفريقيا عموما. رائع جدا. وتدخل شرعي مشروع سلمي وناجح كذلك القوات المسلحة الملكية وللمملكة المغربية في منطقة مغربية تحت السيادة المغربية. سؤالي لكم سيد بالعمشي ومن بعد السيد منار في سؤال مشترك، ونبدا بالسيد بالعمشي. انتم صديق العزيز، وكنعرف انكم ابن عائله كبيره ومعروفه في الاقاليم الجنوبيه، وإلا ما خانتيش الذاكره رجعتي من هذه واحد المده قليله من العيون من كبرى حواضر الصحراء المغربيه.
اللي استفادت من استثمارات هائله منذ استرجاعها في 1975، استثمارات مهمه زايدت وتسارعت وتيرتها منذ 2015 منذ النموذج التنموي الجديد للاقاليم الجنوبيه اللي كنشوفوها في وجوه اخواننا المغاربه ديال الجنوب، باش كنديروا صلاه الرحم معهم، كنشوفوها في الابتسامه ديالهم، كنشوفوها في الاستثمارات، في تحسن الوضعيه ديالهم المعيشيه الاقتصاديه، فرص العمل التي تم خلقها، فرص الاستثمار كذلك التي تم خلقها، وكذلك في مجموعه من الدول الافريقيه راه شفناهم في كاملين مجموعه من الاخوان الافارقه اللي كانوا كذلك محجوزين، باش كان معبر القرقاره مسدود، شفنا الفرحه اللي على قلوبهم بعد ما تم تحريروهم، بعد ما تم فتحوه، شفنا اخوان من جميع الدول، ما نساوش ان معبر القرقارات كيربط ماشي فقط موريتانيا بل كذلك مالي، كذلك النيجر، كذلك السنغال، كذلك ساحل العاج، غانا، مجموعه من الدول كيوصل كذلك حتى نيجيريا، طوغو، البنان، غينيا وما الى ذلك. دونك هي فقط في الشرايين اللي حقيقي. كان السؤال ديالي الواقع باش نقربوا من المشاهد اللي يقدر يكون ما متبعش الامور هذه بالحذافير ديالها، الواقع على السكينه، حيت الاهميه ديال الاستثمار المغرب هو المواطن المغربي، هو التنميه البشريه والتنميه الاجتماعيه ديال المواطن المغربي عن طريق الاقتصاد. دونك الواقع انت اللي حسيتي به في الزياره الاخيره وفي الزيارات ديال الاقاليم الجنوبيه، وفي نفس السؤال السيمانار بعد ذلك. يمكن القول بان المناطق الجنوبيه هي كسائر مناطق الوطن، هي تشهد تنميه في اطار الاصلاحات الاقتصاديه والدستوريه، تتمتع بمؤسسات منتخبه على مستوى الجهات، على مستوى البلديات، على مستوى الجماعات الترابيه، ولكن هناك اولويه في النظره الاستراتيجيه للدوله في ان تكون لهذه الاقاليم نوع من التدارك التنموي والتدارك الاجتماعي. صحيح. بحيث اصبحنا نتحدث اليوم عن منطق لم يكن سائدا في المنطقه فيما قبل. اليوم هناك منطق للمقاوله، اصبح الشباب يتعاطى للعمل الاقتصادي. جميل. المقاولات الصغرى والمتوسطه في انتعاش معين. يمكن ان نتحدث كذلك على الاوراش المفتوحه. اليوم حاليا في مدينه العيون لا يمكنك ان تتنقل بسهوله. لماذا؟ لان هناك اوراش للبنيه التحتيه بشكل يعني سيغير وجه هذه مستمر ودائم، المدينه، الاف الكيلومترات من طرق تماما. وثم هناك مشاريع لتحليه المياه. لا ننسى كذلك الاستثمارات القويه فيما يتعلق بالمجال السياحي في منطقه الداخله. لا يمكن ان نتجاهل كذلك مساله الفوسفات في المنطقه والتي تشغل ابناء المنطقه تحويله كذلك في المستوى المحلي. وهذا هو السؤال اللي بغيت ندير الربط مع السيمانار السليمي ما بين الاطروحات كذلك الفاشله واللي اليوم باينه في الاكاذيب ديال بوليزاريو، هو انه المغرب يستغل الثروات ديال المنطقه. في ارض الواقع يكفي زياره خفيفه للمنطقه باش نشوفوا ان المملكه المغربيه عن طريق استثمارها في الاقاليم الجنوبيه تحور الفوسفات على المستوى المحلي، فوسفوكرا، وتخلق فرص شغل على المستوى المحلي، بل واكثر من ذلك حتى الناس اللي كيشتغلوا في السياق وفي حولوا في المنشات ديال الفوسفاتيه ديال مكتب الشريف للفوسفات، منهم كذلك مستثمرون ومقاولون كما قال السي بالعمشي من المناطق الجنوبيه. ونفس الشيء على الجانب ديال الثروات السمكيه، نفس الشيء اذا تكلمنا على الفلاحه وعن التجاره. وما ننساوش ان المنطقه كذلك معفيه من الضرائب، دونك لا تساهم في خزينه المملكه بل اكثر من ذلك. المملكه المغربيه 12 جهه تساهم في التنميه ديال الاقاليم الجنوبيه. تفضل. غير واحد الفكره على المعبر. راه ملي كنقولوا المعبر ديال القرقارات راه احد اكبر المعابر في العالم. صحيح. باش نكونوا نظرا للطبيعه ديال الانسياب ديال الحركه اللي كاينه فيه، ثم ان المعبر راه يربط باش نبداو ما بين اوروبا ولاغوس، يعني باش نفهموا هذه المساله كيف ينظرون اليه. وشفنا تصريحات مجموعه من المسؤولين الاسبان وشركات اسبانيه كذلك، مجموعه ديال المواقف لا اوروبيه ولا غيرها كلها لا احد، لان بالاضافه الاساس القانوني اللي تحدثنا عليه راه كاين اساس قانوني اخر، وهو في اطار القانون الدولي الذي يحمي الممرات لا البريه ولا الممرات البحريه. اذا هنا حتى الطرف الاخر ماشي غير فقط كنهضروا على العصابات، حتى الجهل
الدولة الراعية تجهل حتى بقواعد القانون الدولي. خطير هذه المسألة هذه، لأنه هذه ممرات، بمعنى ممرات هي محمية، بمعنى يبدو بأن الناس هذو ما عندهمش رؤية اللي هي يمكن نقولوا جيوستراتيجية. نرجع للمنطقة. أولا ملي كنتحدثوا نقارن فقط، نقارن بين المدن ديالنا في المناطق الجنوبية مع مجموعة من المدن في إفريقيا وحتى داخل العالم العربي. يمكن أنا كنعرف المنطقة جيدا، كنمشي لها باستمرار، ناخذ العيون ناخذ الداخلة ونقارن، ويمكن كاع نهضر مباشرة نقارن مع داخل الدولة اللي هي جارتنا الجزائر، اللي هي دولة بترولية وغيرها. نقارن، أنا أعرف الجزائر جيدا، نقارنوا مع مدن اللي هي قريبة مثلا اللي موجودة في الجنوب، نقارنوا مع ورقلة مثلا. لا يمكن أن نقارن نهائيا، بمعنى أن هناك تطور كبير. ثم نستحضروا مسألة أخرى، عندنا التاريخ. لما استرجعنا المناطق ديالنا كيف كانت ثم الآن، لا أعتقد بأنه في العالم كاين شي مؤشر في التنمية بمعنى أنه هذيك الطريقة طلعت بهذاك الشكل، لا أعتقد. دي واضحة الآن، ما كاينش. اللي كنهضروا اليوم التفكير اللي كاين، التفكير وهو المنطقة كتربط بأحدث ما هو موجود في الاقتصادات العالمية، وهو الاقتصاد البحري. الآن المنطقة بمعنى كتهيئ بهذه الطريقة، لأن اللي كيشوف مثلا المشاريع الأخيرة أن المنطقة تربط بالاقتصاد البحري. أكثر من ذلك لا يعرفون الدخل، مثلا كثير ما كيعرفش. كنهضروا على مجموعة ديال الناس اللي يمكن كيتابعونا من خارج المغرب بأن مواد فلاحية من الداخلة هي تصل إلى الأسواق العالمية وبذات جودة عالية. إذا كاين تحول، كاين مؤشرات ديال التنميه مرتفعه جدا في هذه المناطق. ثم ملي كتمشي دائما بمعنى الا غبتي على المنطقه شهرين ولا ثلاثه كتلقى بانه كاينه اوراش ديال العمل. اذا مجهود كبير جدا خصو يتفهم. قارنوا هنا مع يمكن واخا المقارنه لا تجوز، ما غنقارنش معها هادو مجموعه، وكنهضروا على الانسان هنا، انسان والتنميه اللي مشى فيها، مقارنه مع دوله هذه جريمه تحتجز في 45 سنة وهي تحتجز ساكنة في واحد المحيط لم يخرج منهم، بمعنى راه جريمة خطيرة هذه، يجب أن خصنا نرافعوا عليها. احتجزتي مجموعة ديال الناس، الذي ولد في 1975 عنده اليوم 45 سنة، ضاع المستقبل ديالو ولم يتمكن. راه دائما كنقولها، ما خرج منه، لا ما خرج ولا عدا حتى مولاكين ما خرجش من تما من هذه المنطقه. كنقولوها بالطريقه بوكسور بهذا العين. صحيح. اذا اكبر جريمه ارتكبت في التاريخ هي التي قامت بها الجزائر. كاين مجموعه ديال الاشخاص وانا وجدتهم لا يعرف، بما كتجلس معاه هو تائه، بمعنى انه القرص بانه محتجز، ما عندوش قوه، لانه كان كيتسنى واجب التدخل ديال المجتمع الدولي يحرروا من هذيك المخيمات، ولكن ضاع المستقبل ديالو. غنعاود كلمه في لقاء مع احد الاشخاص اللي كنظن الان غادي يكون العمر ديالو 44 ولا 43 سنه، جالس الامنيه ديالو، هذا واحد الشخص بسيط. ملي كنهضر معاه العينين ديالو في موريتانيا، جلسه في موريتانيا كنهضر معاه، هو جالسين كنشربوا اتاي من المخيمات. قال لي شوف انا نهضر معاك دابا وانا خارج المخيمات ومتحرر، راه شنو هو الحلم ديالي؟ نرجع للمغرب، نرجع للعيون ونجلس صافي ونرتاح. هادشي اللي باقي، بينما العمر مشى. هاد الناس اللي خصهم يعرفوا، وانا متاكد بان اي شخص في المخيمات، خلي هاد الطاباج اللي يقوموا به الان، هو كيتسنى كيفاش يدير عمليه ديال الفرار، بمعنى لو فتحت كل شيء غادي يهرب من المخيمات. خلي هاد الطاباج، هاد الحمله، لان حرب اللي داروا الان كلها خاطئه. جي فيديوهات من افغانستان، فيديوهات من هذوك، ويقول بانه حتى البروباغندا ما كيعرفوش يديروها. كيقول لك مثال فقط ونهي، كيقول لك اسقاط طائره بدون طيار واحتجاز الطيار، والطائره كانت سقطت في دوله اخرى. بمعنى خصنا من بعد كنرجعوا لهذه الحرب هذه تحليل، لانه غنرجعوا ليها.
التحليل ديالها حتى البروباغندا ما كيعرفوش يديروها. هو للاسف كدعو للسخريه ولكن في نفس الوقت كتدل على الغباء للطرف الاخر كيدعو كذلك. ولكن دوله، انا راه دائما كنقولوا ملي كنقولوا دوله امه راه كتقول دوله امه، وهذه كتزعزع حاضر ومستقبل. رساله واضحه سيمانه، رساله واضحه في كلمتين اذا كان ممكن سي بالعمشي وننتقلوا للغه الفرنسيه. النهايه اريد ان اقول يعني باختصار هي بدايه كذلك بدايه هو اليوم هناك توجه داخل القانون الدولي، ونلاحظ هذا خلال عمل الامم المتحده انه حل النزاعات يتم بناء على ابعاد تنمويه ولم تعد ابعاد سياسيه تتحكم في هذا النوع من التسويات، وبالتالي فالمغرب يمنح كل المقومات القانونيه، وزراء خارجيه يزورون المنطقه، قنصليات تفتح، ترسيم تنميه حقيقيه على المستوى المحلي والانساني، ترسيم الاقليم البحري، وايضا صحيح. هذه الامور كلها هي وسائل وادوات في يد الامم المتحده ليساعدها المغرب في حل هذا. المغرب يتكلم عن انجازات حقيقيه، انجازات واضحه على ارض الواقع، تنميه انسانيه، تنميه بشريه، تنميه اقتصاديه باعتراف الجميع، والمناطق لم يتم فقط تنميتها بل تمت الجعل منها قاطره لتنميه المنطقه ككل. رساله واضحه. كنشكركم الاستاذين الجليلين والخبيرين الدوليين، وغنطلب من صديقي العزيزين وخبيرين كذلك السي شرقاوي الروداني والسي مهدي بن سعيد انهم يلتحقوا بيا باش نبداو الجلسه باللغه الفرنسيه. تفضل السي. Donc à présent, je reprends avec le français et bien sûr avec l'anglais aussi pour nos amis. On remercie nos deux éminents experts et grands professeurs. Et en souhaitant la bienvenue à deux éminents experts, à Mehdi Ben Saïd et également à Si Sharqawi Roudani. Je commence par Si Sharqawi. Donc vous qui êtes l'expert sécuritaire reconnu à l'international, ces actes de piraterie, je commencerai par ceux-là, parce que c'est les actes de piraterie, c'est Manal en parlait tout à l'heure, c'est William Chi également. L'axe de Guerguerat n'est pas uniquement un axe régional, n'est pas uniquement un axe panafricain, ce qu'il est, c'est aussi un axe international, d'accord. Et en parlant de piraterie, je fais aussi la référence à ce qui s'est passé en Somalie et dans le détroit de Aden, dans les eaux internationales, qui exigeait une intervention internationale parce qu'il y a en fait une similitude qui est réelle et qui est criarde et qui parle de soi. Donc si Sharqawi, ces actes de piraterie finalement, sont-elles à expliquer? Et là, c'est une double question ou même une question peut-être rhétorique parce qu'elle porte les éléments de réponse et c'est beaucoup plus une introduction. Est-ce qu'elle explique quelque part le désespoir du Polisario qui n'a plus aucune identité fédératrice en interne, qui n'a plus aucune légitimité internationale, on l'a vu avec les intervenants, et n'importe quel étudiant géopolitique s'en rend compte en fait dès les premiers datas, ou bien est-ce que c'est des actes justement qui sont commandités par une autre force étrangère ou par en fait d'autres parties prenantes? Sinon, est-ce que c'est, je dirais en fait ce virement, cette bifurcation vers l'extrémisme, d'accord, du Polisario, est-ce qu'il n'est pas dû finalement à un rapprochement avec des groupes terroristes dans la région, avec des groupes extrémistes dans la région? Je vous demanderai de prime abord déjà de nous rappeler brièvement en français pour partager les mêmes éléments avec notre cher public, c'est Sharqawi Roudani. Merci beaucoup, merci Amadouche pour cette invitation, surtout dans ce moment-là qui est très très important. Merci à vous. Crucial. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation où il faut bien expliquer les choses. Le Maroc, il a été dans une légitime défense préventive. Ces actes de riposte sont encadrés strictement par le droit international. Le Maroc, cette action militaire, il a été ponctuelle dans l'espace et dans le temps pour débloquer la situation, notamment dans un passage de Guerguerat vers le poste frontière PK55 de la Mauritanie. Ce passage, il est très très important stratégiquement à l'échelle internationale d'abord, parce que moi je ne pense pas que c'est une question de dimension juste nationale. Bien sûr, on parle de l'intégrité territoriale du Maroc, on parle d'un acte gravissime ou des provocations qui touche avec une stratégie de modification juridique et historique de la zone tampon et aussi d'influencer les accords de cessez-le-feu qui ont été signés entre le Maroc et l'ONU en 1991. Mais aussi, c'est cette action, il faut le dire, qu'il a une autre façon de créer une situation géopolitique. D'accord, il faut regarder les choses avec cette façon-là. Le Guerguerat, c'est un passage. Le Maroc, c'est un pays pivot dans un axe géostratégique. L'Europe, le Maroc
et l'Afrique de l'Ouest. Le Maroc, c'est le premier investisseur dans l'Afrique de l'Ouest. C'est un pays qui joue un rôle très, très important dans l'intégration régionale. D'ailleurs, nous avions des relations et nous avons des relations très, très importantes avec les pays de l'Afrique de l'Ouest. Après le retour institutionnel du Maroc à l'Union africaine, nous avons constaté qu'il y a un développement sans précédent des échanges commerciaux, que ce soit de l'Union européenne avec les pays de l'Afrique de l'Ouest en passant par cet espace pivot et aussi entre le Maroc et les pays de l'Afrique de l'Ouest. Donc aujourd'hui, cette tentation de bloquer et de piraterie terrestre, c'est un acte qui est dit par le droit international. Vous vous rappelez de la piraterie maritime de la Somalie et de la Golfe de la Guinée, où il y avait vraiment une force internationale qui a été mobilisée pour stopper cette hémorragie commerciale dans un espace stratégique. On parle de la force Atlanta, de l'Union européenne, on parle de Task Force américaine, on parle de Ofra Naval, des Européens qui ont cherché. Donc aujourd'hui, nous sommes dans cette situation. Ce qui s'est passé, c'est simple. Aujourd'hui, nous sommes dans un élan, et d'ailleurs, vu cet élan de soutien à l'échelle internationale, ça montre déjà que le Maroc, il a été dans la légalité internationale, il agit selon donc pour préserver la paix et la sécurité marocaine et aussi dans la région et la sous-région notamment avec cette montée fulgurante des attaques terroristes dans la bande sahélo-saharienne. Faut-il aussi craindre cette double menace que les groupes terroristes et les séparatistes tirent profit de cette situation pour une conflagration générale dans cette région qui est très très importante, des équations très très importantes. Parce qu'aujourd'hui, au Maroc, surtout après le discours de Sa Majesté, le roi Mohamed VI, on parle de l'économie maritime en tant que levier de l'économie politique du Maroc, et on parle aussi que cette économie maritime qui s'inscrit dans une stratégie globale de l'économie politique nationale qui va jouer un rôle très important dans l'économie politique internationale et particulièrement de l'économie politique de l'Afrique de l'Ouest. Donc nous sommes dans une situation où certains adversaires de l'intégrité territoriale du Maroc cherchent de nuire, de créer un vide géopolitique, de mettre en place un État lige pour servir leurs ambitions stratégiques. Mais il faut le dire aussi, très très important, c'est qu'aujourd'hui, dans cette région-là, nous sommes dans ces relations antagoniques. Tout le monde le sait, entre le Maroc et l'Algérie, on assiste à deux approches. Une approche qui va à l'instauration de la paix et la sécurité dans le Maghreb, de créer toutes les conditions de réconciliation, et je rappelle le discours de Sa Majesté en tendant la main aux Algériens pour créer toutes les conditions de convergence autour des divergences qui ont des caps et qui accompagnent cette dislocation, cette déliquescence de l'Union du Maghreb, en mettant en place tous les mécanismes pour la circulation des biens et des personnes dans la région du Maghreb, pour qu'il puisse être une entité géopolitique et géoéconomique très très importante, capable de jouer son rôle dans les transformations que connaît l'espace euro-méditerranéen ou bien l'ordre mondial qui est en dynamique. Et nous sommes dans une autre approche. L'Algérie est en train de pousser un mouvement monté en toutes pièces pour assouvir ses besoins et ses ambitions géopolitiques en mettant un blocage des personnes et des biens dans ce passage de Gargaret vers la Mauritanie. Non pas pour vous interrompre, mais dans la même continuité, que finalement, il faut dire les choses comme elles sont. L'Algérie est en train d'extrapoler sa crise interne, manque de vision, manque de développement. Elle est en train d'extrapoler en fait sur la région. Bien sûr, aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique à l'échelle internationale. Le Maroc, il est en train de se repositionner à l'échelle internationale. D'ailleurs, l'ouverture et l'inauguration de plusieurs consulats généraux dans les provinces du Sud, et d'ailleurs, l'a été rappelé dans le discours de Sa Majesté, 85% des pays représentés au sein de l'ONU en tant qu'organisation multilatérale ne reconnaissent plus le pseudo-racisme. Donc, vous avez à peu près 163 pays. On parle de la Guyane qui vient de retirer aussi
sa reconnaissance du pseudo-race, on parle aussi d'un modèle, d'un pays qui est très très important, qui est le Sud-Soudan. Le Sud-Soudan, il était un modèle chez les adversaires de l'intégrité territoriale du Maroc au sein de certaines instances de l'Union africaine et qui ne reconnaît plus aujourd'hui le pseudo-race. Donc, ce qui fait aujourd'hui, nous sommes dans une configuration où il y a un repositionnement stratégique dans des équations très très importantes. Il y a un leadership marocain à l'échelle du continent africain et à l'échelle de la région du Maghreb et à l'échelle de l'espace euro-méditerranéen. N'oublions pas aussi que le Maroc joue un rôle très, très important dans des équations aussi. Donc, on parle de la Libye. Le Maroc, c'est un pays moteur de la paix et la sécurité. On parle de la médiation diplomatique du Maroc dans plusieurs conflits et de l'instabilité l'instabilité politique qu'on connaît. On parle du Mali, le rôle qu'est en train de jouer le Royaume du Maroc et Sa Majesté dans l'instauration et dans la structuration d'un paix, de la paix pérenne à Bamako. Donc on parle de beaucoup de choses. Les Marocains qui en ce moment même, alors qu'on est en train de parler, sont en Centrafrique, sont en RDC, sont un élément de la paix, sont un élément de la sécurité, de la préservation des vies des citoyens de ces pays frères. Donc nous sommes dans un Maroc qui est en train de jouer un rôle multilatérale dans une diplomatie sécuritaire et militaire en faveur de la paix et la sécurité en Afrique et aussi dans d'autres espaces géopolitiques très importants. On parle d'un Maroc qui est en train de mettre en place des relations très importantes, soit avec l'Union européenne, soit avec Washington, soit avec le continent africain, en mettant des partenariats stratégiques. On parle d'une initiative triple A, on parle de l'initiative du Maroc sur le changement climatique. Le Maroc, il a abrité la COP 21, la COP 22 qui était très très important. Le Maroc, il a mis en place toute une perspective d'évolution de l'intégration économique à l'échelle du continent africain. Donc, je pense que tous ces points-là sont très, très importants. Il faut le tenir en compte pour comprendre certains agissements et certaines provocations pour créer, pour affaiblir et que certaines sont en train de mettre en place des stratégies de chaos et d'affoulement, car ce leadership inquiète certains pays. Donc, vous l'avez très bien dit, justement, je prépare le fil d'Ariane, le flambeau et le pont vers Sidi Ben Saïd. Donc, un développement réel des 12 régions du Maroc, un focus dans le cadre du nouveau modèle de développement lancé par Sa Majesté le roi Mohammed VI, je le rappelle, le 7 novembre 2015, et qui justement est une réussite aujourd'hui, qui permet en fait la création d'emplois, qui permet la création de richesses, qui permet la création de nouvelles opportunités économiques dans les régions du Sud. Donc, ces régions aujourd'hui qui sont en réalité, elles jouent un rôle qui est historique, qui est millénaire, je dirais, pas uniquement séculaire, celui d'un pont entre le Nord et le Sud. Celui d'une locomotive va justement au port de Dakhla, que vous venez en fait de si bien citer, et qui dit le port de Dakhla à la même dimension que le port de Tangier, le grand port d'Afrique, dit automatiquement un levier économique, pas uniquement pour les provinces du Sud, pas uniquement pour le Royaume du Maroc, mais pour tout le continent africain. Un regard sur l'Atlantique, un regard sur l'Afrique, un levier en fait de création d'emplois et de richesses reconnu par tous. Et en même temps, le Maroc, qui continue à jouer son rôle depuis justement le 12 novembre 1956, date à laquelle nous rejoignâmes sous haute décision de feu Sa Majesté le roi Mohammed V à l'époque, et on vient de fêter cet anniversaire, l'Organisation des Nations Unies, où on a été, on est et on continuera à être un acteur principal de par nos casques bleus qui ont servi sur 4 continents, qui continuent, on le disait tout à l'heure, à servir en RDC, en République démocratique du Congo, dans la Centrafrique, deux pays africains frères, le Royaume du Maroc qui pilote des dossiers stratégiques aussi bien à l'échelle régionale qu'internationale, le volet justement de l'environnement, vous en parliez, le volet de l'approche genre et du développement du statut de la femme, le volet aussi du développement économique et pas que ça. On est un acteur reconnu. Nous, on travaille sur le terrain très souvent en fait de manière très discrète. Et nos actes, ils parlent, une reconnaissance internationale en fait le suit, alors que d'autres, ils se contentent d'une propagande stérile et mensongère. Et justement, on parlait de la reconnaissance internationale basée sur des faits, et je fais le pont avec Mehdi Ben Saïd. Je vous souhaite la bienvenue, on n'a pas eu l'occasion de discuter tout à l'heure. C'est Mehdi, merci, merci pour l'invitation. C'est avec plaisir, en fait, et vous êtes toujours le bienvenu aussi bien ici pour Mehdi que justement pour des sujets de si première importance. Alors, automatiquement, on est en train de voir que ce soit sur le monde réel ou virtuel, déjà si on peut en fait dispatcher les deux, parce qu'on ne peut plus en fait le faire aujourd'hui, une mobilisation sans faille, galvanisation totale de tout le peuple marocain, femmes et hommes, jeunes et moins jeunes, 12 régions du Royaume du Maroc, les Marocains aussi à l'étranger, pas uniquement en fait sur notre territoire, autour de notre souverain, Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, autour justement de l'action
mener sous ses hautes instructions, donc commandeur suprême des forces armées royales, une action pacifique, une action réussie, une action aujourd'hui qui a permis le retour de la vie, encore une fois, cette artère principale qui est le Guerguerat, pour le Maroc, pour la Mauritanie, mais aussi pour toute la région. Donc, pour vous qui étiez ancien député, ancien président aussi de la Commission des Affaires étrangères du Parlement marocain, quelle ampleur, justement, cette belle union autour d'entre souverains, autour de cette opération stratégique est-elle en train de prendre finalement sur le terrain? Alors, d'abord, bravo pour les différentes présentations, parce qu'on a soulevé l'impact géopolitique sur la région, on a rappelé un petit peu les faits historiques et le pourquoi du comment, pourquoi on en est là aujourd'hui, en fait, et bien évidemment les différents investissements qui ont été faits dans la région. On a oublié peut-être, ou on l'a soulevé peut-être, l'investissement sur le tourisme, notamment sur Dakhla, Laayoune, etc. On a parlé tout à l'heure du port de Dakhla et de ce qu'il va amener à nos régions du Sud et donc à la sous-région africaine. Si Cherkaoui a parlé de l'aspect sécuritaire, le rôle que joue le Maroc, et tout ça pour dire que c'est ces différents points, ces différents trajets qui amènent aujourd'hui qu'il y ait un soutien populaire de manière naturelle et normale. Ce n'est pas juste une propagande liée à un fait qui fait qu'aujourd'hui le Maroc se sent entièrement concerné par ce qui se passe dans ces régions. Parce que quand on parle d'investissement, c'est des investissements qui viennent du nord du Maroc, au sud, du centre, etc. Donc tout le monde est concerné par ces investissements. Le Tangérois peut investir à Dakhla, le Sahraoui peut investir à Rabat, etc. etc. Donc c'est un Maroc cosmopolite finalement qui vit à travers ces régions. Et donc c'est important de dire ça, contrairement, parce que tout à l'heure on utilise un terme, et c'est le vrai terme, face à une propagande réelle, basée sur uniquement des faits liés à une histoire de la guerre froide, etc., le Maroc évolue, avance tranquillement. On va y arriver. Le Maroc avance tranquillement, de par le rôle qu'il joue au sein des Nations Unies. Vous avez rappelé les casques bleus, aujourd'hui en Centrafrique et en RCD, avant au Kosovo et ailleurs. Donc le Maroc n'est pas impliqué uniquement sur son continent, mais aussi ailleurs. Le point sur lequel peut-être moi j'ai envie de me poser des questions et échanger avec vous, c'est, vous le savez tous, l'Algérie à différents niveaux rappelle qu'elle n'est pas concernée par ce conflit. Aux Nations Unies, elle n'arrête pas de le rappeler. Moi je pense qu'aujourd'hui il y a deux Algéries. Il y a une Algérie sécuritaire qui ne cherche à ne pas lâcher l'affaire parce que effectivement, face à des problématiques réelles, économiques, sociaux dans leur pays, ils essayent de détourner le sujet. Et puis une autre Algérie qui essaye de s'en détourner et essaye d'avancer, mais elle a un boulet derrière elle. C'est comme l'a rappelé notre ministre des Affaires étrangères, c'est une bande tout simplement qui n'a plus rien, qui est en train même de perdre une partie du soutien algérien, et donc elle est en train d'aller vers le banditisme tout simplement, parce que ce qu'on a vu, les images que nous avons vues, c'est du banditisme. Ce n'est pas une réaction politique, ce n'est pas une réaction géopolitique, ce n'est même pas du droit international, c'est du banditisme pur et simple. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, effectivement c'est un banditisme, oui, contre le Maroc parce que c'est notre terre, mais aussi c'est défier aussi la communauté internationale, donc à travers la MINURSO, à travers les Nations Unies. Donc c'est pour ces raisons, c'est par rapport à l'histoire, c'est par rapport aux investissements, c'est par rapport à la politique menée par le Maroc depuis maintenant des années, que le soutien populaire est aujourd'hui naturel, peu importe les couleurs politiques, et peu importe les couleurs syndicales ou autres. Vous le voyez très bien, tous les partis politiques de la gauche à la droite soutiennent aujourd'hui Sa Majesté dans les différentes décisions prises, et notamment donc l'envoi de nos forces armées royales au sud du Maroc. Et moi j'ai envie d'aller plus loin, et aujourd'hui, Amadeus le fait très bien aujourd'hui, il faut que ce soutien populaire se développe parce que l'autre bataille qu'on doit mener, c'est la bataille de la communication. Malheureusement, il faut aussi le dire, pendant des années, en tout cas dans certains pays de la région, cette propagande mensongère nous a combattus dans les pays d'Amérique latine, dans certains pays anglophones, etc. Donc aujourd'hui, je reviens vers vous. Bien sûr. Je profite du fait qu'on a avec nous justement M. Emmanuel Dupuis, qui est avec nous depuis la France, qui, je le rappelle, est expert international en géopolitique. Il est aussi le président de l'IPSE, l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Mais il essayer de nos différents intervenants, M. Emmanuel, justement, parler de cette, finalement, en fait, que le Polisario n'est
n'est qu'une façade par rapport à d'autres intervenants dans la région, notamment par rapport en fait à l'Algérie. Il faut dire en fait les choses comme elles sont, et que l'approche n'est pas une approche de. On ne peut pas comparer un pays, une nation, un royaume avec l'histoire du royaume du Maroc, avec le présent avec le futur, avec justement le Polisario. Ils sont pas en fait sur le même piédestal. Et automatiquement, ma question pour vous, elle va être franche comme toujours. Ces actions irresponsables, illégales, et qu'on pourrait même qualifier de kafkaïennes, de rocambolesques, parce qu'elles changent tout le temps de visage du Polisario, mais elles restent toujours en fait dans l'illégitimité, n'émanent-elles pas de l'influence d'autres parties prenantes de ce conflit, qui sont peut-être même les commanditaires? Qu'est-ce que vous en pensez, M. Dupuis? Merci beaucoup. Alors, je ne voudrais pas avoir interrompu le précédent intervenant, puisqu'il était en train de développer son argumentation, mais je pense que je vais la compléter, comme ça nous permettra de faire un dialogue, malheureusement à distance, et je remercie évidemment Brahim et l'Institut Amadeus de me donner l'occasion d'évoquer cette question que l'on suit avec beaucoup d'intérêt en France. Peut-être n'êtes-vous pas au courant, mais s'est tenue hier soir une réunion à l'Élysée avec le président Emmanuel Macron et le conseil diplomatique de l'Élysée, Emmanuel Bonne, ainsi que l'ambassadeur Durel, le nouveau directeur Afrique du Nord, Moyen-Orient, montrant que, évidemment, la France reste attachée aux deux principales fonctions, ou en tout cas réalités stratégiques dans cette région. Voilà, vous me voyez. Évidemment, l'initiative pour la négociation d'un statut d'autonomie donc de 2007, et bien évidemment, comme ça a été évoqué par les précédents intervenants, le nouveau modèle de développement des provinces du Sud de 2015. Pour répondre directement à votre question, je crois qu'il y a beaucoup de questions qui sont soulevées par les événements récents de Guerguerat, en mettant en avant le fait qu'il y a une forme de bravure de la part du Maroc d'avoir choisi la voie de l'ONU, alors même qu'un certain nombre de représentants estiment que le multilatéralisme est fatigué, et je crois que c'est important de rappeler, comme ça a été indiqué par mes prédécesseurs, que la position du Maroc s'inscrit bien dans les 17 résolutions qui ont précédé, les 16 résolutions qui ont précédé la résolution 2548 du 30 octobre 2020, qui n'évoque qu'une seule réalité, c'est-à-dire que cette situation ne peut se régler, je cite, que dans un processus politique inclusif qui inclut toutes les parties. Et de ce point de vue, je reviens à votre question, dont l'Algérie, puisque depuis maintenant un certain nombre de mois, précisément depuis la résolution précédente, la résolution 2414 d'octobre 2018, l'Algérie fait partie de la solution comme du problème. Et je crois que, pour répondre à votre question, la meilleure façon d'y répondre, c'est tout simplement de dire que ces événements, dont la réponse a été très mesurée, je ne reviendrai pas sur ce qui a été dit précédemment, 24 jours de patience, une réponse à la fois mesurée et qui s'inscrit, je le rappelle, dans le cadre des accords sur le cessez-le-feu de 1991, puisqu'il est précisé dans un de ces accords que la réponse, la partie militaire de ces accords, évoque le fait qu'il convient de veiller à ce qu'il n'y ait aucun mouvement militaire dans la zone tampon, et que, évidemment, le recours à la légitime défense est accepté. C'est la raison pour laquelle, je crois, le Premier ministre du Maroc, El Othmani, a eu raison d'informer en amont le secrétaire général des Nations Unies sur la position et la réponse, encore une fois, mesurée du Maroc. Je ne voudrais pas éluder la question. Oui, il y a sans doute, à travers cette crise, la mise en exergue d'une certaine fragilité à Alger. Le président Abdelmajid Tebboune, qui a été élu en décembre 2019, a quitté d'une certaine façon son palais de Mouroudéa pour se rendre dans un autre lieu qui est un hôpital à Cologne où il dirige le pays. Mais le dirige-t-il vraiment? Et c'est la question qu'on peut se poser avec un certain nombre de réalités récentes. Je pense notamment au référendum, au référendum autour de la constitution algérienne, visant à réformer la constitution algérienne, qui s'est déroulé, mais qui s'est déroulé avec une participation très faible, moins de 22-23%. Donc là aussi, on peut se poser la question de savoir si la rue d'Alger est en lien, est en concomitance avec le pouvoir et la réalité de ce pouvoir qui semble s'être de nouveau déplacé du côté des militaires, avec l'influence grandissante de Saïd Changrira, le successeur de Ahmed Gad Saleh, l'ancien chef d'état-major décédé en décembre 2019. Donc il y a sans doute, à travers ces événements, une forme de fragilité, je ne dirais pas un baroud d'honneur, mais en tout cas
une réponse algérienne qui semble mettre la pression là où effectivement plusieurs de vos intervenants sont intervenus, à savoir le coût de la non-intégration régionale ou l'importance que maintenant nous devons tous avoir à l'esprit, c'est-à-dire l'intégration à la fois africaine. Le Maroc a rejoint, et c'est heureux, l'Union africaine en janvier 2017, et la demande marocaine d'intégration dans la CEDEAO a été reçue positivement en juin 2017, avec là aussi un processus qui se met en place de manière peut-être plus lente que souhaité, mais en tout cas, néanmoins, qui se met en place. Avec là aussi des enjeux géopolitiques majeurs, je n'y reviendrai pas, mais quand même, je crois que c'est important pour comprendre la configuration dans laquelle se sont trouvés ces événements. Ça a été rappelé, une route qui vise à rejoindre Tanger à Lagos, accessoirement l'Europe à une bonne partie de l'Afrique de l'Ouest, avec une zone tout à fait considérable, 6 millions de kilomètres carrés, un PIB qui, avec l'adhésion, l'agglomération du PIB algérien, avoisinera les 750 milliards de dollars. Donc, si la CEDEAO passe de 15 à 16 États, ce qui en fera de facto une entité qui aura son rond de serviette au sein du G20, alors même que ce G20 va se tenir d'ici quelques semaines en Arabie Saoudite. Donc, un enjeu qui conforte l'idée selon laquelle l'anachronisme de la situation de tension qui s'est créée depuis maintenant 45 ans ne correspond absolument pas aux besoins et à la réalité stratégique africaine. J'évoque l'adhésion et l'africanité du Maroc à travers l'adhésion à la CEDEAO. Je pourrais aussi évoquer un autre événement qui, évidemment, va totalement bouleverser la géoéconomie africaine, c'est-à-dire à l'horizon 2024, la mise en place de la zone de libre-échange continentale qui va totalement bouleverser ou d'une certaine façon renforcer le continent africain, insuffisamment intégré en termes de commerce intra-africain, mais surtout faire en sorte que l'Afrique existe sur le plan international au niveau économique. Comme vous le savez, sa présence est faible, pas plus de 2,5% du commerce mondial. Donc il y a là une forme, je le répète, d'anachronisme à ce non-Maghreb ou à cette fragilité du non-développement économique. Et je crois que c'est un peu de ça dont il s'est agi depuis 24 jours. Et puis dernier point, si vous me permettez, je crois que c'est important de le rappeler, que ce qui se joue à Guerguerat se joue à peu près partout dans le monde où finalement l'ONU se trouve un peu interrogative par rapport aux principes consubstantiel de sa création il y a 75 ans. D'une part, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, ça a d'ailleurs été renforcé et rappelé dans une résolution qui est une résolution structurante. Je vous la rappelle, la résolution 1514, ça a été évoqué par un de mes collègues qui date de 1960, qui, je rappelle, réaffirme que le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ne doit pas obérer l'intégrité territoriale d'un pays si elle est incompatible avec les buts et les principes de la Charte des Nations Unies. Ça, c'est un principe intangible. Et puis, un autre principe intangible, c'est évidemment la reconnaissance des frontières internationalement reconnues par les Nations Unies. Et de ce point de vue, il faut se rappeler qu'évidemment, le cessez-le-feu de 91, le projet d'autonomie de 2007 donne un statut évidemment très particulier, mais dont le but est évidemment de trouver une solution à cet anachronisme qui date depuis 1945. Donc on ne peut pas seulement s'appuyer sur les solutions onusiennes, mais on voit bien que alors que d'autres zones, et je pense notamment au Caucase du Sud, ont trouvé une solution périphérique à l'ONU, il y a aussi ce risque que la situation finalement ne puisse être complexifiée avec d'une part la réaffirmation d'un côté de la nécessité de régler cette situation au niveau onusien et d'autre part une tentative peut-être de désonuifier le processus. Je termine d'une phrase pour ne pas être trop long. Il est vrai que la fragilisation depuis la démission de Horst Kohler, qui était jusqu'à présent, enfin jusqu'il y a quelques mois, précisément depuis en mai dernier, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies a fragilisé la position onusienne. Il y a urgence à lui trouver un successeur et je crois que c'est peut-être là où le dialogue entre les parties, le Maroc, la Mauritanie, l'Algérie, doit évidemment s'atteler. Merci, Monsieur Dupuis. Merci en fait d'avoir été parmi nous depuis la France. Je rappelle que vous êtes président
de l'Institut européen des prospectives et de sécurité. Merci pour ces éclairages. Et j'en profite pour faire le pont justement à mes deux amis et acolytes, c'est Mehdi Ben Saïd, et par la suite pour un mot de la fin à Sharqawi Roudani. Vous avez soulevé un ensemble de points intéressants. J'en retiens justement le dernier, qu'on ne peut même plus considérer la thèse du Polisario, parce qu'il ne s'agit et ne s'agira jamais d'un peuple à une identité particulière, parce que le peuple est avant tout marocain, l'a toujours été de par l'histoire et continuera à l'être, fédéré, uni autour de son roi. On ne peut pas parler d'un territoire, parce qu'encore une fois, l'intégrité territoriale du Maroc, le développement fait par notre pays, l'histoire parle et le futur continuera à le prouver. Les 12 régions sont marocaines et ces régions-là ont toujours joué et continueront à jouer un rôle de locomotive pour le développement de toute la région. Et on ne peut même pas parler d'un gouvernement. On parle ici de ce qu'on appelle en arabe Aïsab. On parle d'un groupuscule qui est en train de faire de la piraterie, mesdames et messieurs. Et c'est clair aujourd'hui, tout comme ça a été toujours clair pour la communauté internationale. On ne peut pas parler d'une identité qui est propre. On ne peut parler que d'un groupe qui a perdu justement toute sa légitimité en interne, qui ne peut plus fédérer et qui ne peut même plus unir. Et c'est mon point justement par rapport à Mehdi Ben Saïd, vous l'avez si bien dit tout à l'heure. Même l'Algérie n'est plus unie et n'a franchement jamais été unie autour justement de ce soutien par rapport au Polisario. Au moment où le Maroc il est galvanisé en interne autour de son roi, autour justement de notre cause noble, autour de l'intervention qui est si légitime et pacifique à Gargaret, au moment où on a le soutien de toute la communauté internationale qui est conscient de l'importance justement de ce passage et du rôle de Maroc comme locomotive par rapport à toute la région et par rapport au développement de notre continent, même des Algériens aujourd'hui posent la question pourquoi continuer à supporter le Polisario à un moment où la pauvreté bat son plein à l'intérieur du pays. Vous l'avez dit, hein, vous l'avez dit, l'Algérie n'a jamais été unie face à cette problématique. Avant, c'était le système contre les mouvements populaires. Aujourd'hui, même au sein du système, on considère qu'il y a différentes idées qui discutent ou qui réfléchissent, au moins certains sûrs de leurs droits en continuant à s'attaquer au Maroc, et d'autres un peu moins sûrs, considérant qu'aujourd'hui, que ce débat est terminé et que, mais malheureusement, on a un boulet, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, qu'on traîne, comment s'en débarrasser. Vous savez, votre question d'avant l'intervention de monsieur était importante. Moi, je pense qu'il y a autant l'État fait ce qu'il a à faire en termes de diplomatie, aujourd'hui avec l'intervention des forces armées royales, autant ce soutien populaire qui est, comme je l'ai rappelé, réel, doit se transformer aussi en machine de communication. Quand je parle de machine de communication, je parle à travers de ces partis politiques, à travers de... Aujourd'hui, Amadeus le fait, on est en train de discuter de ce sujet-là, et donc certainement des personnalités à travers le monde, à travers de cette discussion, voient la situation, comment elle évolue à Guelguelet. Je pense qu'il est aussi important pour les partis de faire un point avec les partis amis, avec les partis, même les partis non amis, mais si on veut, j'ai envie de dire, si on veut soutenir cette partie algérienne qui est pragmatique et qui veut aller de l'avant, il faut qu'il y ait un soutien international à notre cause, à travers aussi les partis politiques, à travers les jeunesses, etc. etc. Il faut qu'il y ait une pression populaire, non pas uniquement en Algérie, mais aussi dans les différents pays. Je parle principalement pour l'Afrique du Sud, qui reste un poids, donc pour un soutien de poids pour nos adversaires. Et à un moment donné, il va falloir essayer de débloquer cette porte. Alhamdoulilah, le Maroc il a nommé un ambassadeur, il est présent à l'UA, l'Union africaine, et donc à travers ça déjà il y a une communication qui est établie, mais je pense qu'il y a un travail à faire au niveau populaire, si on fait une lecture sociopolitique de la situation en Afrique du Sud, on voit qu'il y a différents groupes de pression au sein même de l'ANC, donc le parti qui est au pouvoir aujourd'hui. En plus de ça, il y a le parti communiste qui est l'allié de l'ANC, donc il y a un travail de fond à faire, je pense, non pas uniquement sur le volet officiel, mais aussi sur le volet populaire, et donc sur le volet partisan, think tank, etc., pour essayer, une fois pour de bon, de raconter tout simplement la vraie histoire. La vraie histoire, elle est racontée par les officiels, mais il faut qu'elle soit aussi racontée par le reste de la population. Excellent. Merci beaucoup. Et je saisis justement ce noble message de la communication. Et je remercie aussi toutes les Marocaines et les Marocains qui nous suivent en ce moment, mais aussi tous les amis de par le monde qui nous soutiennent. C'est une joie énorme que de voir quelques heures justement après l'annonce faite officiellement par les forces armées royales de la pacification de la situation en fait à Guelguelet, du retour justement de la libre circulation, de voir des millions de Marocains, mais aussi des millions de personnes par le monde qui tweetent, qui sont présents sur Facebook, qui créent du contenu sur YouTube à juste valeur pour soutenir cette noble cause. C'est l'occasion en fait de vous remercier en tant que Marocains pour
ce soutien et qui se doit en fait de continuer. Et à présent, justement, vous l'avez si bien deviné, je vais me retourner en fait à mon cher ami, après une si excellente en fait intervention de Seven Saïd, je vais me retourner à mon cher ami ici, Sharqawi Roudani, le grand expert sécuritaire. Sharqawi, in fine, le royaume du Maroc, il a mené une action réussie, une action pacifique, unique justement de par son intervention. Il n'y a pas eu aucune victime à déplorer en fait d'aspect humain. Et aujourd'hui, la vie retourne en fait à la normale. Aujourd'hui, la circulation en fait aussi bien des biens des personnes revient à la normale. Donc, quelle en fait votre lecture des perspectives du futur proche? Écoutez, aujourd'hui, nous sommes dans une situation, comme je viens de dire, nous sommes dans une intervention de légitime défense préventive qui a été cadrée strictement par le droit international, et je parle de la résolution de l'article 51 de la Charte des Nations Unies. Aujourd'hui, donc, le Maroc n'a pas été dans une situation belliqueuse, donc parce qu'il n'y avait pas vraiment un engagement militaire au sens propre du terme, parce que nous avions devant nous une situation qu'il faut essayer de débloquer la situation et normaliser le passage des flux et des biens entre le Guergueret et le poste frontière de la Mauritanie PK55. Ce qui se passe maintenant, c'est qu'il faut essayer de regarder les choses autrement. Nous sommes dans une situation où il y a une métamorphose, une remodélisation des axes stratégiques à l'échelle internationale. Le Maroc, il est en train de mettre le paquet sur les provinces du Sud pour qu'elles soient une plateforme de développement économique à l'échelle nationale et à l'échelle internationale. C'est-à-dire que ces régions-là vont jouer un rôle très important dans les équations nord-sud et dans les relations sud-sud. Donc, c'est un vecteur de développement de l'Afrique de l'Ouest, et aussi c'est un message très important pour essayer de... Vous savez que l'un des problèmes majeurs de la bande sahélo-saharienne, c'est comme il a été bien cité par notre ami Abdrahim Manar-Slimi, c'est que nous sommes dans un État-nation. D'accord, l'État-nation exige des structures, des institutions, un développement à tous azimuts. Aujourd'hui, le Maroc, il est en train de prendre ses responsabilités, comme l'a été à maintes fois acté par Sa Majesté dans les discours et dans les initiatives. N'oublions pas que Sa Majesté il a fait des trentaines de visites officielles en Afrique pour mettre en place toute une stratégie globale avec les pays frères et amis. Donc, je pense que nous sommes dans cette stratégie de globalisation d'une économie capable d'assumer la responsabilité de développer ce continent-là. Donc le Maroc, malheureusement bien sûr, ces actes de banditisme, ces actes de piraterie, malheureusement, on craint qu'il y aura que certains groupes terroristes, et on sait bien qu'il y a une connivence entre certains éléments de ce qu'on appelle le Polisario avec certaines mouvances terroristes comme le groupe d'État islamique au Grand Sahara de Adnan Abou Walid Sahraoui, que tout le monde le connaît, que tous les services occidentaux le connaissent très bien, qu'il est impliqué dans plusieurs attentats dans la région Liptako-Gourma, au nord du Mali, au Niger, au Burkina Faso, et c'était l'un des fondateurs du mouvement d'unité djihad de l'Afrique de l'Ouest. Donc aujourd'hui, c'est très très important de faire ce parallèle-là, parce que nous sommes dans une région où il y a une ébullition, il y a une sorte de stratégie de déstabilisation. Donc, le Maroc, en sécurisant donc, ce passage-là, donc, il est en train de mettre en place toute une stratégie de sécurité à l'échelle de la région et la sous-région. Je pense qu'il faut continuer dans cette voie. Le Maroc est sur ce territoire, il est souverain. L'élan de solidarité, de soutien à l'échelle internationale montre que le Maroc il a été dans la légalité internationale et cet engagement, c'est un engagement sempiternel pour le développement de son territoire et aussi le développement de la région et la sous-région. Je pense que le Maroc il a assumé toutes ses responsabilités, il a agi en conformité avec le droit international et en fait en conformité avec ses responsabilités à l'échelle du continent africain. Absolument. Merci Sharqawi Roudani. Madame, Monsieur, à notre tour de vous remercier aussi, que vous nous ayez suivis en direct et vous avez été très nombreux, ou que vous nous suiviez en rediffusion. Merci pour votre intérêt, si vous êtes de l'étranger, pour cette cause nationale qui est la nôtre, qui est notre première cause, qui est celle du Sahara marocain. Merci aussi pour votre soutien à notre légitimité,
à la justesse de notre cause, mais aussi au développement du Maroc, qui lui-même est un développement de l'Afrique et de toute la région. Je remercie mes chers amis, mes chers acolytes aujourd'hui, qui ont parlé avec l'objectivité, avec la raison de l'expert, mais qui ont parlé aussi avec le cœur, parce que la majorité d'entre nous sont marocains avant tout. Nous avons parlé avec la générosité du Marocain, avec le cœur ouvert. Nous avons parlé également avec la transparence connue du Marocain et avec cette volonté, vous l'avez si bien dit, quand on parle de notre développement, on parle aussi du développement de notre continent. Quand on parle de notre développement, nous parlons aussi de nos engagements internationaux. Le Maroc, mesdames et messieurs, a toujours été et continuera à être une véritable locomotive de développement, un pilier de la paix et de la sécurité dans la région et un pays pionnier, quoi qu'il advienne, pour tirer notre continent, l'Afrique, et pour contribuer à un monde de paix et de prospérité. C'était un honneur d'être parmi vous aujourd'hui. Je remercie mon cher ami Ibrahim Fassil Ferri pour l'initiative d'organiser cette session, une session, encore une fois, spéciale qui est dédiée à notre cause nationale et au retour de la paix et au retour de la libre circulation des biens et des personnes au passage de Guerguerat. Merci pour votre attention et à bientôt.